Le programme alimentaire mondial fait l'état des lieux de sa coopération avec le Burkina Faso. Il était en fin de semaine chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Et puis hors de chez nous, au Mali, l'heure est au dépouillement après le second tour des présidentielles dimanche dernier, crédité seulement de 22,38% de taux de participation. Dames et messieurs, bonsoir et merci de feuilleter cette édition du 13 août 2018 avec moi. Eh bien, comme annoncé en titre, l'état des lieux de la collaboration entre le Programme alimentaire mondial et le Burkina Faso, passé en peigne fin au Premier ministère, en présence bien sûr du Premier ministre Paul Kabatieba. Eh bien, il a reçu en fin de semaine, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du Programme alimentaire mondial. Des précisions de cette entrevue avec Odette Zouaguena et Ouangré Samuel. La saison de récolte écoulée n'a certes pas été bonne, mais heureusement, les populations du Burkina ne vivent pas dans la faim. En plus des politiques nationales entreprises par les autorités politiques du pays pour la prise en charge des personnes les plus vulnérables, le PAM, le Programme alimentaire mondial, vient renforcer les acquis du gouvernement. L'institution compte bien accomplir sa part à jouer de concert avec le gouvernement de Paul Kabatieba. Nous sommes en train de travailler avec les différents gouvernements pour démarrer ces projets. Il y a des pays où même on a déjà démarré. Nous avons enfin informé le Premier ministre sur des initiatives que nous avions prises dans le cadre des objectifs du développement durable, sur l'objectif numéro 2 qui est d'éliminer la faim dans le monde et dans le cas du Burkina pour le Burkina. Durant la période de soudure, ce sont 8 régions du pays qui seront concernées. Il y a 8 régions qui sont sorties prioritaires en phase 3. Il y a 2 au niveau du Sahel, ça veut dire Oudalan et Soum. Il y a 2 au niveau de l'Est, Nyanya et Komanjari. Il y a 1 au niveau du centre-nord, et ça c'est Namantenga. Et puis il y a 3 autres, mais enfin il y a 22 provinces qui étaient retenues dans le cadre harmonisé. Maintenant, le gouvernement est le premier à répondre. SONAGES et CONASUR ont fait des réponses dans certaines provinces et dans certaines communes. Il y a aussi d'autres partenaires qui ont fait aussi des autres réponses. Alors, sur les 954 000 personnes totales retenues, il y a un certain nombre qui sont pris en compte et le PAM a pris le reste. Le reste qui est pris par le PAM, c'est à peu près 600 000 personnes que nous sommes en train de prendre en charge maintenant pendant la saison de soudure avec les distributions, soit en vivres dans les zones où le marché ne fonctionne pas trop bien pendant la saison de soudure, soit en cash dans les zones où le marché est mieux intégré. Ainsi, de juin à septembre, le PAM prendra en charge plus de 600 000 personnes. Le coût global de l'aide est estimé à 20 milliards de francs CFA. Présent à Ouagadougou pour la passation de charges entre Désiré Komboïgo et Mathias Lankwandé, président entrant du Conseil supérieur de la communication, le président du CSC du Niger est allé rendre une visite de courtoisie au Premier ministre Paul Kabatieba. Nous l'écoutons au micro de Odette Zouaguena et Samuel Ouangré à sa sortie d'audience. C'est d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a rehaussé de sa présence lors de la cérémonie de passation des charges entre le CC sortant, représenté par le vice-président Désiré Komboïgo, et mon frère et ami Tankwano, et aussi lui parler de la nouvelle tâche qui attend le CC burkinabé qui vient de loin. Vous avez tous été témoins des différentes péripéties auxquelles l'ancien CC était confronté, mais surtout de parler du partenariat entre nos deux institutions. Vous savez, le Niger et le Burkina vivent les mêmes défis ou ont les mêmes défis à relever en termes de communication, d'information, de consolidation de la liberté d'expression, de la liberté de la communication, les défis de la TNT et la modernisation de la communication en cette ère de réseaux sociaux. Donc il fallait échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, comme je vous l'ai dit, pour lui assurer que le CC du Burkina s'attellera en tout cas à remplir sa mission de régulation des médias. Les défis aussi auxquels il sera confronté, mais surtout la solidarité
de toutes les instances de régulation africaines, notamment la plateforme de l'UEMOA et de la Guinée, qui a suivi dans tous les cas l'évolution de la situation de l'ancien CC, le RIAR et même d'autres instances comme le REFRAN auxquelles le Burkina est membre. Donc c'était pour rassurer le Premier ministre qu'on va travailler la main dans la main et avec le nouveau président. Et je peux vous assurer que déjà nous avons convenu, mon homologue et moi, de fructifier ce partenariat. Et nous avons prévu de faire une formation du CC nigérien sur la TNT. Et bien, nous allons inviter nos frères du Burkina pour assister à cette formation afin qu'on parle de la même voix ou qu'ils s'inspirent de l'expérience de notre CC. Nous avons également parlé des nouvelles réformes que notre CC avait vécues, notamment avec la loi de 2018, qui n'avait pas pris en compte certaines situations antérieures. Aujourd'hui, avec la question sécuritaire, le milieu des médias doit être très circonscrit et contrôlé. Vraiment, c'était un échange cordial, fraternel et vraiment empreint d'amitié et de solidarité qu'on a eu avec cette institution essentielle qu'est la primature. Et le code électoral adopté récemment à l'Assemblée nationale, précisément le 30 juillet dernier, voilà qui finit de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Cette fois, c'est le Parti du Lion, l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui a donné de la voix ce samedi pour exprimer, n'est-ce pas, son non-adhésion à ce nouveau code électoral qui, selon lui, prévoit des conditions sérieuses de fraude électorale. Et bien, suivons cet élément réalisé par Samuel Ouangré et Delphine Banessi. Des conférences de presse interposées, c'est ce que la classe politique, majorité comme opposition, sert au peuple burkinabé autour du code électoral adopté le 30 juillet dernier par l'Assemblée nationale. Le parti du chef de file de l'opposition politique burkinabé, l'Union pour le progrès et le changement, dit être contre un tel code pour 4 principales raisons. L'une des raisons réside au fait que le parti au pouvoir a la même mise sur l'Office national d'identification et sur la Commission nationale électorale indépendante. Les manigances qui s'y font laissent entrevoir une fraude électorale en vue. La première, c'est l'arrimage du fichier électoral de la CENI au fichier de l'Office national d'identification ONI. En termes simples, la modification du code électoral supprime les cartes d'électeurs et impose que le document servant d'enrôlement et de vote soit la CNIB ou le passeport. La deuxième raison de notre opposition à ce code électoral a trait au vote de nos compatriotes de la diaspora. Dans l'ancien code adopté sous la transition, il était admis que parmi les documents de vote figure la CNIB, le passeport et, tenez-vous bien, la carte consulaire biométrique. Le troisième objet de discorde est relatif au lieu de vote. Dans le texte amendé en 2015, il était dit que le vote devait avoir lieu dans les ambassades et consulats ou dans tout autre lieu en accord avec le pays hôte. C'était écrit noir sur blanc. Le MPP revient couper la dernière partie pour dire que c'est seulement dans les ambassades et consulats. Le quatrième objet de discorde est l'équité dont parle le gouvernement. L'article 265 septies du Code dit que les cartes d'électeurs obtenues après inscription sur présentation d'une pièce autre que la carte d'identité demeurent jusqu'en 2021. À la lecture de cet article, comprenez que des Burkinabés au plan national utiliseront des actes de naissance, des permis de conduire, des carnets de famille, des cartes de vaccination, etc. pour voter jusqu'en 2021. Où se trouve donc l'équité entre Burkinabés dans le processus électoral? L'article 265 septies est très clair là-dessus. Entre les pièces citées et les cartes consulaires biométriques, qu'est-ce qui est plus fiable et atteste plus de la nationalité burkinabé? Nos gouvernements ont un incroyable talent.
L'Union pour le progrès et le changement, au vu de ces irrégularités, dit soutenir pleinement la lutte entamée par le chef de file de l'opposition et appelle à ses militants à rester prêts pour un quelconque mot d'ordre, car, disent-ils, ils comptent bien se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Hors de chez nous, nous l'annoncions en titre, au Mali, qui de Ibrahima Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé briguera alors la magistrature suprême du Mali. Les résultats du second tour des élections présidentielles sont attendus au cours de la semaine. Pour l'instant, l'heure est au dépouillement. Notons également que le taux de participation est nettement en baisse. Il est annoncé autour de 22,38%, contrairement au premier tour qui était de 42,7%. Suivez. Les bureaux de vote ont fermé au Mali à 18h. Ce dimanche se tenait le second tour de la présidentielle, un scrutin qui n'a pas déclenché les passions dans un pays lassé par plus de 6 ans de violence. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, est le grandissime favori. Il a voté à Bamako. Il rejette en bloc les accusations de fraude, évoquant des manœuvres et des mises en scène de l'opposition. Des accusations formulées par son adversaire, Soumaïla Cissé. Celui-ci est lesté d'un retard de plus de 24 points au premier tour et n'a pas réussi à fédérer l'ensemble de l'opposition derrière lui. Il avait déjà été candidat en 2013 face à Ibeka qui l'avait emporté. Le scrutin s'est déroulé sous haute tension. Le président d'un bureau de vote non loin de Tombouctou a même été tué par balle par un groupe de 6 hommes, des djihadistes présumés. Le commando a molesté les 4 assesseurs et brûlé les documents électoraux. Et cela malgré le renforcement de la sécurité. 36 000 militaires maliens ont été déployés, en plus des casques bleus de la MINUSMA et des forces françaises. Et toujours dans l'actualité internationale, un nouveau sommet en septembre entre les deux Corées. Certainement une nouvelle étape importante dans le rapprochement de ces deux pays. Pour l'heure, aucune date. Ce pourrait être une nouvelle étape dans le rapprochement des deux Corées. Un sommet entre les deux pays aura lieu en septembre. Cette fois à Pyongyang, la date précise n'a pas encore été communiquée. Une visite dans la capitale nord-coréenne de Moon Jae-in serait la première d'un chef d'État du Sud en plus d'une décennie. Il devrait notamment y être question des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord, peu de progrès ayant été faits notamment sur la question cruciale de la dénucléarisation du pays. Les échanges entre le Nord et le Sud se sont intensifiés et depuis le début de l'année, le calme règne dans la péninsule après plusieurs mois de fortes tensions. Autre signe de cet apaisement récent, les deux camps prévoient la semaine prochaine et pour la première fois en 3 ans, une réunion des familles séparées depuis la guerre de Corée. C'est fini pour cette édition, dames et messieurs, mais je m'en voudrais de ne pas partager cette pensée avec vous avant de vous dire au revoir. Et nous nous appuyons sur le passage de 1 Corinthiens 3, verset 16 qui dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eh bien, Dieu est vie au-dedans de nous. Mais nous sommes parfois attachés à l'idée d'un Dieu extérieur que nous avons du mal à comprendre la puissance qui demeure en chaque homme, femme ou enfant né de nouveau. Eh bien, où que je sois, Dieu est là, j'en ai la certitude. Apprenez donc à discerner la puissance de Dieu en vous et la dynamique de chaque domaine de votre vie s'en trouvera transformée. Bonsoir chez vous, à demain pour d'autres actualités.